Effectuez la cotation et l'annotation de vos plans dans Revit. Pour éviter que la capsule vidéo soit interminable et que vous me regardiez simplement placer des cotes en commentant, j'ai pris la décision de pré-coter et de pré-annoter le plan et de le commenter donc pour vous aider à comprendre là. Histoire de gagner du temps, là, je voulais éviter de faire une capsule vidéo qui allait durer 40 minutes ou 50 minutes. Là. Donc, vous voyez ici, on a un plan avec de plus en plus de notes et d'éléments qui s'ajoutent à mesure qu'on avance dans le processus de production de nos plans pour soumission. Donc, en avançant pas à pas, on a ajouté bon, les symboles, les étiquettes pour les fenêtres, pour les portes, les étiquettes pour les pièces. Là, vous voyez, je viens d'ajouter cotation, les niveaux de plancher, des notes spécifiques ici pour un muret, les symboles pour les portes, c'est-à-dire pour les cloisons type et les murs extérieurs. Ici, moi, j'ai aucun aménagement dans le plan que je vous donne en exemple. Vous avez un aménagement sommaire et donc l'information s'accumule et il commence à avoir de plus en plus de choses. Bon, à un moment donné, les étudiants viennent me voir et me disent c'est plus possible de rentrer quoi que ce soit, aucune cote, aucune note, là, j'ai plus de place, ça marche pas. Dans ces moments-là, je présente le plan suivant aux étudiants et donc pour vous démontrer à quel point on peut rentrer de l'information dans un plan d'architecture qui est destiné à la construction. Ici, c'est un plan qui a été émis pour construction. Donc, on retrouve les mêmes symboles. Vous voyez les symboles de cloison type, les cotes, les étiquettes de fenêtres, toutes sortes de notes, etc. Bon, ici, c'est encore plus complexe. On a de la résistance au feu comme on est dans un multilogement. Donc, vous voyez là maintenant que j'enlève le PDF que j'avais du cahier de plan, tout à coup le plan nous semble plutôt vide alors qu'il nous semblait plutôt rempli tantôt. Il y a toujours de la place pour rentrer des nouvelles choses et bon, c'est un processus qui est long. Il faut parfois déplacer des éléments qu'on avait déjà placés déplacer des éléments qu'on avait déjà placés au préalable. Les étiquettes de pièces vont peut-être changer de place. Vont peut-être changer 20 fois de place cette étiquette de cloison de type là pour faire de la place à de la nouvelle info. Donc oui, à un moment donné, il y a beaucoup d'informations et vous pouvez avoir l'impression que c'est rendu illisible. Mais croyez-moi, notre œil finit par s'habituer à faire cette lecture de plan-là et c'est pas un problème sur un chantier. Donc, on vient avec des documents qui ont énormément d'informations, mais on arrive à faire le tri. Donc, on va y aller une étape à la fois. On va commencer par la cotation. On va commencer par la cotation extérieure. Première chose que je vais coter, c'est mes axes. Donc, vous voyez ici, j'ai coté mon axe. Là, je vais effacer certains éléments pour les redessiner. Donc, la façon de coter, c'est on s'en va dans Annoter, dans l'onglet Annoter, cote alignée ici. Je clique sur mon premier élément, je clique sur mon deuxième et je reviens vers le centre et je clique une troisième fois. Donc, ma cote apparaît. Je vais coter mes axes. Je ne vais pas coter mon mur extérieur. Donc, c'est tentant hein, d'aller coter. Bon, rappelez-vous, là, quand vous essayez de coter un élément puis que Revit ne pointe pas l'élément que vous voulez pointer, vous appuyez sur Tab. Vous placez votre curseur sur l'élément que vous voulez utiliser, vous tapez sur Tab et habituellement, Revit va le sélectionner. Donc, je m'en vais d'un côté à l'autre. Ici, il a compris que c'était l'extérieur que je voulais sélectionner. Donc, ça, c'est tentant de coter ça pour avoir nos superficies, mais en architecture, c'est pas une cote qui est très, très utile. Donc, je vous explique pourquoi immédiatement. Cette cote-là nous pointe des éléments qui n'existeront pas au moment de la construction, au début de la construction. Donc, l'entrepreneur, ce qu'il a besoin pour pouvoir placer ces éléments, c'est des codes de structure. Donc, quand on commence la fondation, je vais m'en aller sur ma coupe générale ici. Donc, on fait l'excavation.
Ensuite de ça, on va couler les fondations. Donc, en se fiant sur nos axes, nos fameux axes de structure ici, la fondation face à l'axe. Ensuite de ça, lorsqu'on va construire le mur extérieur, ben, ça va toujours être par rapport à l'axe. Donc, on va aligner sur notre mur de fondation, on va aligner notre mur aussi ici, ou si on a de la brique, ben, notre 2 par 6 ne sera pas forcément aligné sur la face de la fondation, mais on va être capable de le mesurer par rapport toujours à ces axes-là. Donc, ce qui parle à l'entrepreneur, aux ouvriers, c'est les cotes toujours par rapport à ces axes-là. Donc, on va fabriquer la structure. Quand on va fabriquer la structure, c'est là qu'on va mettre nos ouvertures dans nos murs extérieurs. Et une fois que ça va être fait, ben, les matériaux extérieurs, à un moment donné, on n'aura plus besoin de nous référer à nos axes. On va tout simplement fixer les matériaux extérieurs, les couches successives sur notre structure. Donc, l'entrepreneur, ce qu'il a besoin, lui, pour commencer sa construction, c'est vraiment de cotation par rapport aux axes de structure. Donc, j'ai coté ici mes 2 axes. On s'entend que si l'entrepreneur veut calculer sa surface de matériaux extérieurs, la différence de quelques pouces qu'on a ici ne changera pas grand-chose dans son estimation. Hein. Il va se rajouter toujours un 10% dans ses calculs là, pour prévoir les découpes, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'une précision infinie, là. Donc, on cote les axes de structure. Vous voyez, j'ai coté axe de structure ici, axe total ici entre A et C. Et sur les autres façades, ben, je cote mes axes 1 à 2, 2 à 3. Donc, je fais le tour comme ça entre A et B et entre B et C. Ensuite de ça, par convention, on va coter à l'extérieur du bâtiment les éléments qui sont extérieurs, donc les fenêtres. Vous vous rappelez, quand on a fait le tableau des portes et fenêtres, on a placé nos étiquettes avec un repère au centre de la fenêtre. Donc, c'est là qu'on va s'en servir, toujours d'axe au centre de la fenêtre et ensuite de ça, de centre de fenêtre à centre de fenêtre. Pour l'autre fenêtre, je suis parti de l'autre axe. J'ai placé ma fenêtre. Et en architecture, un principe de cotation qui est très important à respecter, c'est qu'on ne va pas fermer nos cotes. Je ne vais pas ajouter cette cote-là ici au centre. Donc, quand on veut coter la fenêtre, il faut aller un peu plus bas pour trouver le point central. C'est pas toujours facile. Donc, voilà. On va aller chercher ici. Donc, on ne veut pas fermer nos cotes. Pardon, je recommence. Comme ceci. On ne veut pas fermer la cote parce que, en fait, ce qu'on veut s'assurer, c'est que sur un chantier, là, les dimensions qu'on donne, c'est approximatif. Quand on va arriver dans des conditions réelles de chantier, les dimensions du bâtiment vont varier et il va forcément y avoir des erreurs à quelque part. Il va y avoir une différence par rapport à ce qui est coté sur nos plans. Et ce qu'on veut, c'est éliminer les cotes où est-ce qu'on ne veut pas que l'entrepreneur utilise. Donc ici, positionner ces fenêtres-là par rapport à la cuisine, c'est très important. Donc, celles-là, je vais les coter. Cette fenêtre-là aussi, par rapport à la chambre des maîtres, je vais la coter. Mais celle-là ici, je vais prendre mon erreur. S'il y a une erreur, et forcément, il va y avoir des erreurs là, dans la cotation du bâtiment, je veux que l'entrepreneur prenne l'erreur ici. Donc, si c'est pour varier de 3 pouces, donc ça ne me dérange pas ici d'avoir 27... 2,5 ou 27, 8,5 à cet endroit-là, ça ne change rien. La position de la fenêtre est importante dans la chambre des maîtres et dans la cuisine, mais ici, c'est pas important. Donc, s'il y a une erreur, comme je vous dis, forcément, il va y avoir des erreurs parce que quand on arrive dans la réalité, quand on passe de la théorie à la réalité, il y a toujours des marges d'erreur. Donc, je veux que l'entrepreneur perde son erreur ici. Donc, je ne mets pas de cote là. Ça s'appelle ne pas fermer ses cotes. Donc, je vais revenir sur ce concept-là à mesure que je vais vous expliquer ma façon de coter. Donc ici, la porte patio, je la cote de l'axe au centre et je n'ai pas besoin d'autres cotes sur ce mur-là. La façade avant, je cote de l'axe au centre de mon ouverture. C'est mon ouverture, hein, il y a une lumière sur le côté, là, une fenêtre, une porte combinée avec une fenêtre. Je cote au centre de la fenêtre, ici. Et là, bon, j'ai fait une erreur, j'ai fermé ma cote. Donc, où est-ce que je veux que l'entrepreneur prenne l'erreur éventuelle? Je voudrais la prendre ici.
Et là, bon, vous voyez, je suis obligé de recommencer. Quand on fait des cotes multiples dans Revit, on ne peut pas en effacer une plutôt qu'une autre. On ne peut pas en effacer une seule, il faut effacer tout le groupe. Donc, je recommence ici ma cotation. Je clique sur mon axe, centre de mon ouverture. Et là, vous voyez, je peux continuer ma cotation. Et quand j'ai terminé, je reviens vers le centre et je dépose ma cote. Donc, vous voyez, si je veux en effacer juste une, je ne peux pas. Donc, une affaire un petit peu plate dans Revit ici. Je continue. Ici, j'ai coté le centre de mon ouverture par rapport à mon axe. Ici, même chose, centre de mon ouverture par rapport à mon axe. Quelle est la surface de matériaux de construction ici? C'est coté là, vous voyez, avec ma distance entre axes 2 et 3. Ici, même chose, ma distance est calculée. Sur cette façade-là, bon, j'ai la distance ici et ici qui sont cotées par rapport ici, toujours fixées sur les axes. Le centre de mon ouverture ici. Pas d'autre cote que celle-là. Donc, je ne ferme pas ma cotation. Si ici, il y a une erreur à prendre, je veux qu'on la prenne à quelque part ici. Donc là, je viens de compléter ma cotation pour mon extérieur de bâtiment. Maintenant, je vais rentrer à l'intérieur de mon bâtiment. Je dois coter toutes les cloisons. Donc, pour que l'entrepreneur, une fois qu'il est rentré dans le bâtiment, puisse commencer sa cotation. Au moment où il va rentrer dans le bâtiment pour faire ses cloisons, les murs extérieurs vont être complétés. Donc, on va coter de la face du mur extérieur et ensuite on cote au centre de nos nouvelles cloisons. Donc là, il faut s'imaginer, la coquille est terminée. Bon, au moment où ils vont commencer à faire les divisions intérieures, c'est fort possible que la partie extérieure, ici les matériaux extérieurs du bâtiment ne soient pas complétés ou soient en train de se compléter. Ça n'a aucune incidence, le gypse va être fait à l'intérieur. On vient installer les cloisons, donc on met notre cote de la face du mur extérieur au centre de notre cloison. Donc ici, face du mur extérieur, centre de ma cloison à cet endroit-là. Ma porte, ici, je ne l'ai pas cotée. Pourquoi? On va essayer d'éviter de mettre des cotes autant que possible pour éviter d'alourdir le dessin. Et donc, je peux très bien mettre une note spécifique dans mon tableau des portes qui dit que, sauf indication contraire, toutes les portes sont installées en laissant un petit bout de mur de 4 pouces. Bon, des fois, ça va être 6 pouces ou 4 pouces. Là. Généralement, le standard, c'est 4 ou 6 pouces. Donc, on met ça en note spécifique dans notre tableau des portes. Donc, sauf indication contraire, les portes sont toutes alignées sur le mur adjacent en laissant un petit bout de mur de 4 pouces. Donc, je n'ai pas besoin de coter le centre de mes ouvertures à ce moment-là. Bon, ici, c'est complet pour le portique. Je n'ai pas besoin d'autres informations. Le deuxième portique, je ne mets toujours pas de cote sur cette porte-là parce qu'il va rester un petit bout de mur 4 à 6 pouces, sauf indication contraire, donc je n'ai pas besoin de le mentionner. Cote de la face du mur extérieur au centre de ma cloison ici. Du mur extérieur au centre de ma cloison ici. Au centre de ma cloison ici. Il manque une cote ici, je ne l'avais pas vu. Donc je viens coter le petit bout de mur qu'il y a là. Je vais le coter comment celui-là? J'aurais tendance à coter sa largeur réelle. Donc, je pèse sur Tab pour prendre l'extérieur ici. À l'extérieur. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Extérieur. Voyons donc. On recommence. Tab. Je ne suis plus dans la cote active. Tab ici. Tab là. Voilà. Donc, petit bout de mur, petit ressaut comme ça de 3 pouces, 1 quart. J'avais oublié cette cote-là. Donc, pour ici, c'est complet. Ici, positionner ma porte. Vous voyez, là, la porte, c'est, sauf indication contraire, je laisse 4 pouces sur le mur. Là, ici, la porte n'est clairement pas dans cette condition-là. Celle-là, ça y prend une cote absolument. Donc, 5 pieds 6 par rapport au mur extérieur, le centre de mon ouverture. La largeur de mon ouverture, quelle est-elle? Mais on va aller voir dans le tableau des portes si on a besoin de savoir cette information-là. La porte P5, l'information va nous être donnée dans la nomenclature là, des portes qu'on a ici. Je pourrais aller voir tout de suite, là, vous voyez. Donc la P5, largeur 2 pieds 4 et 3 quarts. Donc je reviens sur mon plan du rez-de-chaussée. Je continue ma cotation. Face du mur extérieur. Ici, ça m'agace un peu. J'essaie d'éviter de coter dans des fenêtres pour éviter la confusion, mais là, je n'avais pas vraiment d'autre choix
Sinon, j'empiétais sur l'escalier. J'étais un peu coincé. Donc, face du mur extérieur, au centre de ma cloison ici. Et ici, qu'est-ce que je cote? Je cote mon ouverture, ma trémie. Donc, par rapport au centre de ma cloison, j'ai une trémie à 5 pieds 1 et la largeur de ma trémie, 12 pieds 2. Ensuite de ça, on essaie d'être systématique. Hein? Donc, j'ai coté cette partie-là, j'ai coté cette partie-là. Là, j'ai fait mes cotes horizontales. Deuxième cote horizontale, face du mur extérieur, centre de la cloison, centre de la cloison, centre de la cloison ici, vous voyez? C'est pour ça qu'on cote au centre des cloisons, une cloison en 2x4 ou en 2x6. Si on change d'idée à un moment donné, on fait juste changer notre épaisseur de cloison. On n'a pas besoin de changer notre cote. Notre cote reste toujours au centre. Je ne cote pas la porte parce que, sauf indication contraire, 4 pouces du mur adjacent. Donc, j'ai terminé. Bon, même chose ici, pas de cote parce que 4 pouces ici. Il me reste à coter dans l'autre direction. Je pars du mur extérieur. Je cote le centre de ma cloison ici. Je cote le centre de ma cloison ici. Là, ici, c'est un cas particulier. Je ne coterai pas le centre de la cloison. Je vais coter ma trémie. Et l'autre côté de ma trémie, 3 pieds 6 de large. Donc, vous voyez, j'ai positionné également l'ouverture dans mon plancher. Pour revenir à la notion de ne pas fermer ses cotes, comme je mentionnais précédemment, vous voyez ici, j'ai mis une cote, j'ai coté ma cloison. Je n'ai pas été coté toute cette distance-là ici. Donc, pour la simple et bonne raison que ce que je veux, c'est avoir cette distance-là à l'intérieur du portique. Lorsqu'il y a une erreur qui va survenir, une différence par rapport à la réalité, entre la théorie et la réalité, je veux que l'entrepreneur prenne cette différence-là dans le grand espace qu'il y a là. Ça ne sera pas dommageable ici. Donc, on a en masse d'espace pour absorber une erreur. Même chose ici. Bon, cette pièce-là est plus petite. Je ne veux pas de compromis dans la largeur de cette pièce-là. Il y a un corridor, une circulation ici. Je ne veux pas de compromis ici. Ma trémie, évidemment, c'est primordial. Si j'ai une différence dans ma trémie, mon escalier, donc vous le savez, c'est un élément qui est très difficile à concevoir et à calculer. Donc, je ne veux surtout pas avoir une erreur ici. Ça pourrait nuire à mon échappée et venir causer des problèmes majeurs. Par contre, ici, dans la largeur de ma salle à manger, je n'ai pas de problème à prendre cette erreur-là. Au pire, j'aurai 2 pouces de moins. C'est pas dramatique. Donc, même chose ici. J'ai coté ma salle de bain parce que je ne veux pas, mon walk-in salle de bain, je ne veux pas de différence ici. Il y a plein d'affaires, il y a plein d'éléments, des douches sur mesure, du mobilier intégré. Donc, une erreur ici peut être dramatique. Dans ma circulation, je ne veux pas qu'on prenne une erreur là dans la largeur de mon escalier. Ça pourrait être dramatique encore une fois. Ici, la circulation que là, c'est pas trop grave. Il y aura qu'est-ce qui restera. Vous voyez, j'ai coté ici, j'ai coté ici. J'ai coté tous ces éléments-là et s'il y a une erreur qui survient, on va pouvoir l'absorber à cet endroit-là. Il y aura un pouce de moins, un pouce de plus, c'est pas grave. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour la cotation pour mon plan. Donc voilà, c'est ça, ce sont les principes de cotation. Maintenant, on est rendu à mettre des notes, on va aller mettre des notes pour nos cloisons types. Donc, note de cloison type, ce sont ces petites étiquettes-là ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour annoter? On s'en va dans annoter, étiquette par catégorie. Normalement, on n'a pas besoin de dire qu'est-ce qu'on veut étiqueter. Si on passe notre curseur sur une fenêtre, il va étiqueter une fenêtre. Si on passe notre curseur sur une porte, il étiquette une porte. Si on passe notre curseur sur une cloison, il va étiqueter une cloison. Maintenant, vous allez vous buter au même problème qu'on a toujours. Il va vous indiquer qu'il n'y a pas d'étiquette téléchargée pour les murs. Donc, on s'en va dans l'onglet Insérer, Charger la famille Autodesk. Et là, on va taper étiquette porte. Oups, il me semblait qu'il me donnait juste 3 choix. Donc, étiquette porte. C'est pas porte, voyons. Je suis dans les patates, c'est pas porte qu'on veut, c'est étiquette mur. C'est pour ça que ça marche pas. Donc, il vous donne un choix de 3 étiquettes. Donc, il y a étiquette meneau de mur rideau, panneau de mur rideau. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment étiquette de mur. On télécharge cette étiquette-là. On le charge. Donc, moi, je ne le fais pas parce qu'il est déjà chargé. Donc, c'est celui du milieu, étiquette mur, que vous chargez. Donc, on va aller installer une étiquette. Annoter. Étiquette par catégorie. On entre.
on entre l'étiquette. Vous, ce que ça va faire, là, il n'y aura rien d'inscrit. Il va y avoir un point d'interrogation quand on passe sur le curseur. Donc là, vous voyez, ça a fait disparaître mes autres étiquettes. Je fais CTRL-Z, là, je ne veux pas tout perdre ce que j'ai fait. Je vais effacer, j'en ai deux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va... on a une petite manipulation à faire sur notre étiquette. On clique dessus pour le sélectionner et on va faire modifier la famille. Donc dans modifier la famille, on entre dans notre éditeur de famille. On va cliquer sur le texte dans le milieu et on va faire modifier. Là, vous, ce que vous avez de base, moi, vu que j'ai commencé à travailler avant, c'est différent de vous, là. Donc, vous, ce que vous allez avoir, c'est marque de type. Si vous vous rappelez de ce que ça veut dire marque de type lorsqu'on a travaillé dans le tableau des portes et le tableau des fenêtres, marque de type, ça nous nomme un type. C'est-à-dire que si on a 10 occurrences de fenêtres F4, à chaque fois qu'on va étiqueter ce type de fenêtre-là, il va marquer F4 dessus. Donc là, on va avoir un problème parce qu'on a juste deux types de cloisons. On a des cloisons en 2x6, des cloisons en 2x4. Et on ne veut pas créer autant de cloisons types qu'il y a dans votre projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller choisir, vous voyez, à côté de marque de type, juste au-dessus de marque de type, on a marque. Donc, on sélectionne marque, on clique sur la petite flèche verte. On ajoute marque dans notre projet. Marque de type, on clique sur la petite flèche rouge et on l'enlève. Donc, on va avoir juste marque. Marque, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est qu'on écrit qu'est-ce qu'on veut dedans. Donc, chaque étiquette peut être unique, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'infini. Sans que Revit nous gosse, là, parce qu'il dit, ben là, tu as étiqueté, c'était un élément comme ça, tu l'as étiqueté C1 tantôt, puis là, tu veux l'étiqueter C4. Donc, moi, je vais changer toutes les étiquettes que tu as nommées C1. Avant, je vais les renommer C4 maintenant. Donc, on construit d'un côté puis on défait de l'autre, là, ça ne fonctionne pas. Donc, avec l'étiquette marque, ça va nous éviter ce problème-là. Je fais appliquer et OK. Ensuite de ça, je fais charger dans le projet. Donc là, vous, là, ça a fonctionné. Vous avez des étiquettes, encore une fois, qui sont vides. Il n'y a rien d'écrit dedans, là. C'est écrit, c'est comme ça, puis un point d'interrogation. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur le point d'interrogation, puis vous écrivez ce que vous voulez. Donc là, ce que je vous suggère, votre tableau des cloisons type dans AutoCAD, il a été créé. Donc, vous avez fait un ménage dedans, vous avez déterminé toutes les cloisons que vous avez besoin, vous avez arrangé les compositions selon ce que vous avez besoin, vous avez éliminé ce qui ne s'applique pas à votre projet, vous avez créé de nouvelles cloisons, vous les avez renommées. Donc, la cloison type C1, gypse ordinaire de chaque côté, 2x4 à toutes les 16 pouces en centre, je mettrai une petite note qui dit « Partout sauf indication contraire ». Ça va nous éviter de devoir mettre ces petites étiquettes-là partout. Donc, vous voyez, là, si je m'en vais à l'étage, ça va presque tout être du C1 hein, ici, presque tout être du C1, sauf dans la salle de bain. Au rez-de-chaussée, bon, c'est un air ouvert, fait qu'il va y avoir moins de C1, mais sinon C1, 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 ça c'est tout du C1, C1 ici, C1. La seule place où on va avoir des cloisons différentes, en fait, c'est dans les salles de bain, parce que c'est là qu'on a besoin d'un gypse résistant à l'humidité, et dans les douches, un gypse, pas un gypse résistant à l'humidité, ça va être un fibrociment. Donc ici, C4, c'est une cloison à 2x6, avec, bon, ça peut différer hein, dans votre projet. Là. Dans mon cas ici, la cloison que j'appelle C4, c'est une cloison à 2x6 avec un gypse ordinaire d'un côté, puis un gypse résistant de l'autre côté. Ici, on est dans une douche. Donc la C5, c'est un 2x6 avec un gypse résistant à l'humidité d'un côté, puis un fibrociment de l'autre. Bon, c'est comme ça qu'on va les nommer. Ici, C2, c'est une cloison 2x4 avec un gypse ordinaire d'un côté, puis un gypse résistant à l'humidité de l'autre. Donc, c'est pas grave là, si vous n'avez pas exactement les mêmes noms que ce que je viens de dire dans votre projet. Là, ce qui compte, c'est que votre plan soit cohérent avec votre tableau des cloisons types. Donc, vous allez écrire tout simplement ces éléments-là. C4, C2, donc vous créez vos cloisons. Comme je vous disais, je vous suggère que les C1, ça soit écrit partout sauf indication contraire. Donc, vous nommez vos cloisons comme ça, en lien avec votre tableau des portes et fenêtres. Tableau des fenêtres. Voyons, qu'est-ce que je dis? Voyons, je me mêle. Tableau des cloisons types, pardon. Ici, j'ai un muret.
Donc, on s'imagine, c'est sur le côté de l'escalier, c'est un muret de 36 pouces de haut. Donc, je l'écris ici, muret de 36 pouces de haut. La composition n'est pas inscrite. Pourquoi? Parce que partout sauf indication contraire, c'est une cloison à 2x4 avec un gypse ordinaire de chaque côté. Donc, tout ce que je fais, c'est indiquer 36 pouces de haut. Je n'ai pas le choix, cette information-là, elle ne peut pas apparaître en plan. Donc, avec ces mêmes étiquettes-là, on va aller nommer nos pièces à l'extérieur. Donc, on place une étiquette et on le nomme selon, vous vous rappelez, votre coupe de mur. Dans votre coupe de mur, vous avez des compositions type. Donc, ici, la composition en maçonnerie avec briques, c'est ma composition M1. Donc, fiez-vous à votre projet, fiez-vous pas à ce que je vous dis ici. Vous allez regarder sur votre coupe de mur, la maçonnerie, mettons, c'est M1, ça peut être le contraire. Peut-être que vous, la maçonnerie, ça va être M2. Donc, dans mon cas, M1, briques. M2, c'est le parement léger. Donc, M2, M2, M2 ici. Donc là, je viens pas mal de compléter ma cotation et mon notation au rez-de-chaussée. Je vais aller faire un petit tour au sous-sol. Donc, au sous-sol, bon, mon plan est vide. C'est aménagement non aménagé. C'est pour un aménagement futur. Par contre, je peux aller mettre mes cotes. Donc, je vais coter mes axes. Pareil comme au rez-de-chaussée, je vais faire ça à tous les niveaux. Je vais coter le centre de mes fenêtres. Je ne l'ai pas fait là, parce que, bon, évidemment, comme je vous dis, on est déjà rendu à quelque chose comme 26 minutes de capsule vidéo. Donc là, maintenant que vous connaissez les principes que je vous ai montrés au rez-de-chaussée, il faut les appliquer à tous les niveaux. Ici, vous voyez tout simplement, mon mur de fondation, je l'ai appelé F1. Et c'est tout ce que j'ai à voir sur mon sous-sol. Étage, les compositions type, vous voyez, je n'ai pas coté non plus ici. C'est les mêmes principes de cotation qui s'appliquent au sous-sol, au rez-de-chaussée, pardon. Dernière petite chose pour compléter mon rez-de-chaussée, mon niveau de plancher. Donc, niveau de plancher, comment est-ce qu'on fait pour placer cet élément-là? Je m'en vais dans Annoter et j'ai cote d'élévation ici, vous voyez là. Cote d'élévation. Et tout simplement, je clique ici. Bon, cliquez 2 fois pour mettre le repère, puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne notre bulle, puis on dit qu'on ne veut pas de repère. Donc, dans Revit, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Automatiquement, Revit va comprendre que c'est un niveau de plancher, puis il va le nommer 100 pieds 0 pouces, parce que ça correspond à nos élévations, tout simplement. Donc, le rez-de-chaussée, c'est 100 pieds 0 pouces ici. Revit reconnaît ça et il met automatiquement la note. Personnellement, j'aime bien mettre cette fameuse bulle-là proche de l'escalier. C'est là que les changements de niveau s'opèrent. Donc, je mets ma bulle là. Vous voyez, étage. Ma bulle est là. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Là. 109, ça réfère à notre élévation ici, 109, 2,5. Mon sous-sol, 90, 9,5. Donc, si je m'en vais au sous-sol, ma bulle n'est pas là. Je m'en vais dans cote d'élévation. Je l'insère. Je clique 2 fois. Échapper. Je sélectionne ma bulle. Je décoche le repère. Et vous voyez, 90, 9,5. Automatiquement, ma bulle de niveau s'est placée. Donc, je crois bien avoir terminé ma capsule pour la cotation et notes spécifiques. Laissez-moi réfléchir un peu. Ah non, j'ai bien fait de réfléchir. Il reste une dernière chose à voir, c'est le plan de toit. Donc, plan de toit, vous voyez encore une fois, bon, il y a des cotes à mettre. Ici, je vais faire abstraction. Là, je ne nommerai pas mes cotes d'axe. Ça ne me donne pas grand-chose. Je vais coter les dimensions générales de mon toit. Je ne coterai pas mes gouttières. Les gouttières vont être installées une fois que le toit va être construit. Et l'installateur de gouttières, il est capable d'estimer ses dimensions par rapport à ça. Il y a des petites erreurs dans les coins, c'est pas grave. L'estimation, il va se calculer une contingence pour ça. Donc la contingence de 10%, là, bref, ils vont s'arranger. Ils n'ont pas besoin d'avoir la précision infinie. Donc je vais coter. Je peux effacer ma cote ici là, pour vous montrer. Je cote aligné. Je passe mon curseur sur le rebord du toit. Je cote d'un côté à l'autre. Comme ceci. Et voilà, donc j'ai 51 pieds 7. L'autre dimension ici, 37, 9,
D'ici à ici, on a 13, 10. Donc voilà, donc toutes les dimensions sont là. L'entrepreneur est capable de calculer les dimensions générales de son toit et de faire un prix. Chose importante à mettre sur un toit, les valeurs de pente. Donc ça, Revit le fait automatiquement. 4 dans 12, c'est bon. Vous autres, c'est peut-être d'autres choses. C'est peut-être 6 dans 12. Bref, comment est-ce qu'on fait? On s'en va dans Annoter. Et là, on va choisir cote d'inclinaison. Cote d'inclinaison, vous voyez, je clique dessus et automatiquement, il va me placer une flèche. Si la flèche n'apparaît pas, je clique sur mon élément ici et je peux choisir d'en modifier. Flèche 15 degrés. Oui, ici j'ai choisi flèche pleine 15 degrés. Couleur noire. Bon. Donc bref, appliquer. Lorsque je vais dans Annoter et que je fais code d'inclinaison. Donc vous voyez, si je change de face, là, automatiquement la flèche change de direction en fonction de la pente ici. Comme ceci. Donc à chaque fois que j'ai une nouvelle face à mon toit, je devrais mettre une cote d'inclinaison. Donc ça indique à l'entrepreneur, c'est une pente, donc c'est pas un toit plat, c'est une pente qui est 4 dans 12. Ensuite de ça, mes notes spécifiques. Ici, j'ai mon aérateur de toiture. Encore une fois, Annoter. Cette fois-ci, je vais choisir texte. Ici, texte. Je choisis mon repère avec une flèche 2 segments. Je clique et j'écris aérateur d'entretoit. Si je veux écrire sur 2 lignes, je fais aérateur, enter, entretoit. On écrit toujours en lettres majuscules. Deuxième élément que j'ai spécifié, c'est ma colonne de chute. Au toit, ça s'appelle un évent de plomberie. Là, donc, c'est par là que le système de plomberie se ventile pour que l'eau s'écoule de manière fluide à l'intérieur des canalisations. Donc voilà comment coter et annoter vos dessins en plan.